Salut, c'est Josiane. Bienvenue dans ce nouveau concept où je vous présente à des experts de l'accompagnement dans diverses thématiques autour de l'entrepreneuriat. J'ai recueilli les questions que vous m'avez posées sur Instagram principalement et je les ai posées à un expert en live dans la thématique concernée. Cet épisode est donc un replay. À l'heure où je filme cette vidéo, je n'ai pas encore fait de live, mais je sais déjà que ça va être long. Donc je vous ai mis des chapitres dans la vidéo pour que vous puissiez vous y retrouver en fonction des questions qui vous intéressent. En barre de description, le lien où vous pouvez télécharger gratuitement l'annuaire qui regroupe les contacts de tous les experts ayant participé à ces lives. Comme ça, vous pourrez les contacter librement en cas de besoin. Sur ce, je vous laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Karine, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais, comment est-ce que tu peux aider les porteurs de projets ou entrepreneurs? Donc bonsoir, moi je suis Karine Mazamboumba-Chitoula, j'ai un nom un peu à rallonge. Je suis avocate au barreau de Paris et je suis la fondatrice du cabinet MMT Avocat où j'accompagne justement des entrepreneurs sur divers projets, donc de la création de leur entreprise et et principalement sur les questions numériques et de propriété intellectuelle. Donc on va dire ça, je pense que ça résume un petit peu. Et donc moi-même, par rapport à mon cabinet, je suis aussi entrepreneur et donc il y a cette relation entre de l'avocat, mais aussi un regard d'entrepreneur que j'apporte à des porteurs de projets et c'est comme ça que je peux vous aider. Ouais, super. Bienvenue à toutes les nouvelles arrivantes sur le live. N'hésitez pas pendant le live à poser vos questions. On a préparé quelques questions, mais n'hésitez pas si vous en avez d'autres. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. On va s'intéresser à quelque chose qui peut intéresser, je crois, tous les entrepreneurs quand on se lance. C'est comment choisir son statut d'entreprise. Est-ce qu'il y a un statut à privilégier lorsqu'on démarre? Il n'y a pas un statut à privilégier. En fait, il y a surtout, moi je pense, ce qui est très central, je dirais, c'est la vision d'entreprise. Parce qu'il y a énormément de paramètres à prendre en compte. Il y a, par exemple, des questions à se poser. Est-ce que je vais entreprendre seul? Est-ce qu'on va entreprendre à plusieurs? Est-ce que mon projet, il est à but lucratif ou non lucratif? Parce que ça aussi, ça va faire changer le statut qu'on va choisir. Est-ce qu'il y a énormément d'enjeux économiques? C'est-à-dire que est-ce que les investissements vont être importants ou pas très importants? Parce qu'en fait, selon aussi l'ampleur des investissements, peut-être qu'il faudra passer tout de suite en société. Si effectivement c'est progressif, ça peut être intéressant de commencer en micro-entreprise, par exemple, en entreprise individuelle. Donc, ça peut être progressif. Ça peut aussi être que pendant qu'on teste, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore dans la vente, on peut aussi aller sur un projet totalement gratuit et donc qui ne demande pas, par exemple, une facturation qui va exiger d'avoir un numéro SIRET. Donc, il y a tout un tas d'étapes pour soit on est déjà clair sur comment on se projette, soit on n'est pas encore au clair et donc on essaie de poser des étapes et des jalons. Donc les statuts, c'est très varié. Il y a énormément de questions à se poser, mais pour moi, je pense que ce qui est central, je répète souvent, même si ce n'a pas l'air d'être une question juridique, c'est la question de la vision d'entreprise. Où est-ce que je me projette? Où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je vais mettre en place? C'est vraiment central et ça va notamment guider, par exemple, l'avocat que je suis pour dire, dans ce cas-là, je pense que la meilleure option, ce serait de passer, par exemple, par une SAS ou ce sera plutôt de partir sur une micro-entreprise pour le moment. Donc, en fait, on va choisir en fonction. Après, il y a un outil créé par BPI France, ces derniers jours, il fonctionnait pas très bien, mais je pourrais le rajouter en commentaire ou voilà. Donc c'est un outil en fait qui permet justement de répondre à des questions. Est-ce que j'entreprends seul ou à plusieurs? Est-ce que j'envisage des entrepreneurs ou pas, des investisseurs ou pas? En fait, il y a plusieurs questions et il oriente un petit peu le statut. Donc, ça donne une première information et ça permet plus ou moins de s'orienter. Si on veut approfondir parce que son projet est très en fait, il est déjà très développé. Effectivement, là, je pense qu'il faut aller avoir du conseil personnalisé en fonction. Mais quand on est au début, il y a des outils qui existent, mais c'est surtout, il faut commencer à se projeter aussi dès le début. Qu'est-ce que je vais faire? Où est-ce que je vais? Avec qui? Comment? Toutes ces questions de vision. Comment s'appelle l'outil en question? Je vais le mettre en commentaire. C'est un outil de BPI France en fait, mais je me souviens plus du tout du nom. Mais c'est un lien que je garde et que je vais vous mettre moi après le live. En fait, je vais vous rajouter.
Merci beaucoup. Et tout à l'heure, juste, tu disais que lorsque on n'a pas encore c'est pas, le projet n'est pas encore très clair, on a la possibilité de choisir un statut si on n'a pas encore envie de facturer ses prestations. Ça veut dire que lorsqu'on démarre, même sans avoir une activité commerciale, on peut s'enregistrer. Quel est l'intérêt de ça et comment ça se passe? Non, en fait, c'est justement tout le contraire. Par exemple, je parle des personnes qui proposent une solution qui est totalement gratuite. C'est-à-dire, il y a des gens, peut-être que je vais lancer un blog pour créer une communauté avant de lancer mon projet. Donc ça ne demande pas forcément d'être. En fait, c'est justement le fait de ne pas avoir à s'immatriculer tout de suite, parce que ça demande aussi des charges. Ça demande tout un arsenal administratif derrière. Et peut-être qu'effectivement, puisqu'on n'est pas encore au clair, c'est pas le bon moment pour entrer dans cette dynamique-là. Donc, au début, on peut ne pas tout de suite formaliser. Donc, on peut commencer à tâter le terrain en utilisant les outils qu'on a mis en place, soit pour sa communauté, soit pour vérifier si son produit intéresse des gens, si ça fonctionne. Enfin, au début, en fait, on n'est pas forcément obligé de formaliser. Il y a un niveau où on sera obligé. Et maintenant, on essaie de voir, est-ce que je vais étape par étape parce que je suis toute seule et donc je vais y aller en entreprise individuelle? Est-ce que j'ai déjà un associé, j'ai déjà des personnes qui m'accompagnent? Et là, on n'a pas le choix que de partir sur une forme un peu plus collective qui sera la société éventuellement ou l'association. Tu vois, ça peut vraiment varier. Super. Salut Douria, salut Nati, M-Brunch, coucou, bienvenue sur le live. Alors maintenant, on va parler de protection de sa création, protection de son travail. Je pense que c'est quelque chose que les gens peuvent ne pas faire suffisamment. Tu me diras, toi, c'est ton métier. Donc, lorsqu'on a envie de créer une marque spécifiquement, une marque de vêtements, ou ici, il y a beaucoup de gens qui veulent créer leur marque de cosmétiques. Quelles sont les actions légales à mettre en place pour se protéger nous ou alors s'éviter des soucis? Protéger sa marque, c'est surtout, en tout cas, quand on est en France, c'est relativement facile. C'est-à-dire qu'on peut le faire quasiment soi-même. On n'a pas vraiment besoin. Enfin, je dis pas vraiment, parce que en fait, les étapes sont, on peut les retrouver sur la page de l'INPI, par exemple, qui est le bureau français. On peut le faire directement. Maintenant, là où il faut faire attention, c'est que il ne s'agit pas de je choisis un nom et je vais le déposer, parce qu'il y a énormément de choses à étudier d'avance. On parle beaucoup d'univers de marque, et donc là, on est dans l'univers marketing. Mais cette question d'univers de marque au niveau marketing, elle est aussi importante au niveau de la protection juridique, parce que ça nous oblige à aller vérifier est-ce que quelqu'un d'autre a déjà déposé avant, et donc il a un droit sur l'utilisation de cette marque. Est-ce que, même si ce n'est pas exactement le même nom, il y a un risque de confusion, c'est-à-dire que ça ressemble, par exemple, phonétiquement. Est-ce qu'il y a des ressemblances visuelles? Est-ce que ça peut créer vraiment une confusion? Et par exemple, c'est des noms qui sont plus ou moins proches, mais ce n'est pas juste parce que c'est proche. C'est aussi sur les mêmes produits ou sur les mêmes services. Donc, à ce niveau-là, si je vois deux noms qui se ressemblent et qui sont vraiment sur les mêmes services, si jamais je confonds les noms, ou alors si je commence à me dire c'est peut-être la même société qui a créé une nouvelle version, là il y a confusion. Et donc effectivement, ça porte atteinte à celui qui avait déjà déposé sa marque et qui lui a déjà un droit pendant 10 ans sur l'utilisation de cette marque. Donc il faut faire ce qu'on appelle une recherche d'antériorité. La recherche d'antériorité, en fait, ça permet d'aller regarder toutes les marques qui existent déjà pour voir ce qu'elles font, voir en fait comment se distinguer, parce que la particularité de la marque, c'est la distinctivité, se distinguer des autres. C'est pour ça que quand on regarde quand même les grandes marques, aujourd'hui, en fait, on choisit des noms parce que ça nous tient à cœur. Il y a une grande composante émotionnelle dans la marque. Généralement, ça nous rappelle quelque chose, ça nous rappelle quelqu'un. Enfin, si je l'ai choisi, il m'est venu comme ça. Mais en fait, il faut pas rester sur parce que j'aime ce nom, je vais le déposer. Non, donc, je vérifie, je m'assure que ça va pas empiéter sur le droit de quelqu'un déjà, et surtout aussi que ça va pas créer de confusion en fait, parce que si les gens pensent que moi je suis l'autre, en fait, voilà, ça n'a pas vraiment de sens, et surtout, finalement, ça n'apporte pas de plus-value d'avoir créé une marque que les gens confondent. Donc voilà, il y a tout un travail préalable de recherche à faire,
de vérification auprès des bases de données des marques. Et ensuite, il y a toute une stratégie aussi. Est-ce que je dépose, parce que je suis en France, je vais déposer uniquement en France? Est-ce que je veux déposer sur le territoire européen? Est-ce que je vais aller plus loin au niveau international et donc choisir des régions différentes? Peut-être que je voudrais protéger ma marque aux États-Unis, je voudrais protéger ma marque en Australie, en Afrique, au niveau de l'OAPI. Donc, effectivement, il y a toute une réflexion à avoir. C'est pas je dépose aujourd'hui parce que il faut le faire. Et aussi, est-ce que l'élargissement vers d'autres territoires peut se faire sur du long terme, à moyen long terme? Est-ce qu'on peut le faire en plusieurs fois? oui. En fait, ça peut se faire en plusieurs étapes. Parce que, par exemple, tu peux déposer dans un premier temps ta marque en France. Et une fois qu'elle est déposée, tu as environ 6 mois pour, par exemple, demander une extension au niveau de l'Union européenne. Tu vois, il y a comme ça il y a des possibilités de ce genre pour que ce soit progressif. Maintenant, c'est pas forcément, c'est pas illimité, voilà, dans le temps. Oui. Donc, tu as des délais à respecter. Et surtout, il y a tout un tas d'étapes à suivre. Donc, cette question de la marque, elle est très importante, mais elle est encore plus importante aujourd'hui à l'ère des réseaux sociaux. Parce que généralement, avant de déposer, on communique, on crée ses réseaux, sa page Facebook, son compte Instagram, on communique. Et il y a justement des gens qui regardent. Et donc, il y a aussi une pratique malveillante que j'ai constatée, moi, en tout cas dans ma pratique, de gens qui vont déposer avant. C'est-à-dire qu'on se dit, bon, moi, je suis pas encore prêt à lancer, donc je vais pas déposer. Donc, on dépose pas, mais il y a des gens qui voient du potentiel et ils vont déposer la marque. Ça veut dire qu'au moment où vous êtes prêt, il peut se trouver que vous receviez un courrier d'avocat qui vous dit que vous n'avez pas le droit de lancer cette marque, en tout cas pas d'utiliser ce nom ou cette image, et par exemple que vous devez retirer votre nom de domaine, que vous devez retirer le nom sur les pages Facebook. Ça peut être très stressant quand on est par exemple dans une phase de lancement. Donc c'est pour ça que je dis il y a tout un travail stratégique à faire en amont. Si on est sûr. Moi, je dis quand on n'est pas sûr et qu'on lance parce qu'on tâte le terrain et on n'est pas sûr de son nom, ça sert à rien de déposer un truc où on n'est pas sûr. Quand on a vraiment une conviction forte, il faut déposer et surtout, il faut commencer à faire ce travail préalable. Google n'est pas suffisant pour faire les recherches d'antériorité. Il y en a qui me disent, oui, je sais pas, j'ai pas compris, j'ai pas vu, il n'avait pas de site, il y avait rien sur Google, ça ne veut rien dire. Google, c'est un moteur de recherche, donc il indexe les pages en fonction des systèmes de référencement. Et donc, on va pas retrouver forcément les marques comme on verrait, par exemple, sur la base de l'INPI. Et encore que cette base, elle n'est pas exhaustive, c'est-à-dire qu'elle nous sort quelques-unes. Et il y a un service payant rien que pour ça. Et c'est tout un travail à faire en amont. C'est pas juste je dépose parce que j'en ai envie tout de suite. Il y a vraiment un travail de réflexion préalable. Ok. La prochaine question, c'est quelle procédure entamer lorsque quelqu'un utilise notre nom de marque qu'on a déjà déposé à l'INPI? Ah, là, on est dans son bon droit. C'est-à-dire qu'on a déjà passé toutes les étapes. Parce que déjà, pour déposer, je l'ai pas dit avant, mais pour déposer, c'est pas parce que je le dépose que ce sera enregistré forcément. Donc, je dépose, il y a un délai d'à peu près 2 mois. Voilà, je parle de la procédure de l'INPI. Après, ça varie en fonction des bureaux. Là, on va parler de l'INPI. Il dépose, il peut se passer à peu près 2 mois. Et ensuite, on publie au bulletin officiel. Donc, pendant les 2 mois où moi j'ai déposé, personne ne sait que j'ai déposé. Donc, une fois que c'est publié, les gens ont 2 mois pour s'opposer à ce que cette marque soit enregistrée. Si personne ne s'oppose, il peut se passer encore à peu près 2 mois. Et ensuite, elle est vraiment définitivement enregistrée. Il faut calculer à peu près un délai de 6 mois quand il n'y a pas d'incident pour un dépôt complet de marque. Donc, une fois qu'on a vraiment passé toutes les étapes, on est bien enregistré, notre marque est validée. Si quelqu'un utilise notre marque, on a la possibilité, en fait, on peut lui envoyer un simple courrier pour l'informer. Parce que des fois, ça peut être une erreur, ça peut être, je pensais que c'était libre, et puis voilà. Lui envoyer un courrier, ou un courrier de vous, simplement de votre société, pour dire c'est ma marque, je souhaite que vous cessiez l'utilisation. Ou, si la personne persiste, vous pouvez envoyer directement une mise en demeure. Si vous estimez qu'il y a déjà un préjudice,
Mhm. Bah là, effectivement, vous pouvez même demander des dommages et intérêts. Donc, il y a des étapes que vous pouvez faire soit en interne, parce que vous avez déjà mis en place un processus de réclamation ou de litige, soit passer par un avocat qui, lui, va se charger, en fait, de faire le suivi et de réclamer à votre place. Donc, voilà. Alors, Dre Beauté nous demande, est-ce que l'on considère dans le terme marque juste le logo ou les phrases? Par exemple, pour Nike, Just Do It, ils ont le logo et une phrase. Du coup, on dépose les deux. OK. En fait, dans les marques, il y a trois formes à peu près. Il y a le nom, la marque verbale. Donc, par exemple, on va parler Iwalewa, c'est le nom écrit. Donc ça, on estime que c'est une marque verbale. Mhm. Si c'était en forme de logo, donc par exemple, on regarde, on voit bien qu'Iwalewa, c'est pas juste le nom. Il y a des formes qui sont spécifiques et donc on pourrait assimiler, on va dire, à une image et qu'on pourrait décrire par rapport à ses couleurs, par rapport aux formes des lettres et ce genre de détails. Là, c'est une marque figurative. Quand les deux sont ensemble, on dit semi-figurative. Donc, on a trois possibilités de dépôt. Et ensuite, la phrase supplémentaire, c'est une baseline. Donc, effectivement, quand on dépose, on choisit. Est-ce que je dépose juste Nike ou est-ce que je dépose Nike Just Do It? Donc, on peut faire les deux. On peut les faire séparément aussi. Mais c'est au choix, en fait. On a vraiment le choix. C'est pour ça que quand on travaille toute la partie marketing de son univers de marque, on prend aussi la mesure en allant chercher, en fait, en prévoyant la protection juridique, donc le dépôt au niveau des bureaux d'enregistrement de marque. Hélène nous demande quelle autre base existe. Tu parles de l'INPI. À part l'INPI, Hélène, je suppose. Oui. Ah oui, je pense qu'elle parle justement des bases de marque. Donc moi, par exemple, quand je fais une recherche non exhaustive, donc ça veut dire que je vais pas aller chercher très très profondément, je regarde au moins sur trois bases pour une personne qui est basée en Europe. Donc je vais regarder déjà sur la base de l'INPI, je vais regarder sur celle de l'EUIPO. Chaque fois, c'est un peu long. EUIPO. Ouais, c'est la base au niveau européen. Et ensuite, c'est l'OMPI, donc l'Organisation mondiale. Donc, ça fait trois bases où on a en fait trois niveaux c'est-à-dire que par exemple, sur les bases 100% françaises, on ne verra pas les marques internationales, par exemple. On ne verra pas toutes les marques internationales qui ne sont pas protégées en France. Par contre, vous pourrez recevoir un courrier d'un avocat pour une marque qui est aux États-Unis ou en Italie ou en Chine même. Donc, il faut en fait au minimum faire les trois niveaux. Okay. Après, ça dépend si votre marque est protégée ailleurs, enfin si la marque est protégée ailleurs ou dans un environnement qui vous intéresse, comme par exemple l'Afrique. Là, vous pouvez faire une autre recherche. L'OMPI, je pense que ça apporte un élément un peu plus important. Donc moi, je pense qu'au moins déjà ces trois niveaux, c'est déjà pas mal. Mais pas uniquement Google. Franchement, Google, c'est pas assez. On va rester dans le domaine de la protection, mais avec des formules cosmétiques. Est-ce que c'est possible de protéger sa formule cosmétique? Et lorsqu'on travaille avec un laboratoire, quelles précautions prendre pour se protéger? Parce que parfois, on est amené à divulguer un petit peu son produit pour que le prestataire nous comprenne. Donc, dans ces cas-là, quelle démarche faire pour protéger notre travail? Sur la formule pure, on va dire le côté un peu mathématique, c'est pas vraiment protégeable. Donc, il y a plusieurs niveaux sur une formule cosmétique de protection. Donc là, on a un peu parlé de la marque. Donc, ça peut être un niveau de protection au niveau de la marque. Il y a aussi le procédé qui peut être décrit et protégé sous la forme de droit d'auteur, ou si c'est vraiment une invention, si c'est vraiment quelque chose de très innovant, sous forme de brevet. Mais là, vraiment, il faudrait que ce soit quelque chose qui change. Après, en cosmétique, je pense que pour l'instant, le champ est assez large et il y a encore de la place. On n'est pas vraiment sur de la machinerie. Donc, on trouve notamment, je vois qu'il y a beaucoup d'innovations en termes de peau noire, mais les gens déposent très peu de brevets. Mais ça peut être, par exemple, la protection des brevets qui est très intéressante parce qu'on peut aller jusqu'à 20 ans on est sur 20 ans quand même. Donc, vous pouvez faire une enveloppe solo. Mais en fait, en termes de cosmétiques,
je pense que la clé et la base, c'est le secret. C'est vraiment le secret des procédés de fabrication, de formulation, de dosage, enfin, tout ce qu'il y a autour. C'est vraiment que les personnes qui travaillent avec nous soient engagées dans une confidentialité. C'est-à-dire que là, par exemple, on parle du laboratoire. Ben, le laboratoire doit signer un accord de confidentialité qui l'engage à ne pas réutiliser les éléments que vous aurez transmis et surtout, c'est à ne pas les divulguer, Donc, c'est mettre ça en place. Mais si vous avez des employés, parce que sinon, ce secret, si on, les prestataires externes, parce que le laboratoire, finalement, il reste externe, vous mettez des garde-fous contre tous les prestataires externes qui viennent participer à votre processus, ce sera fragilisé si vous ne faites pas la même chose en interne. Si vous avez des employés, par exemple, et que vous ne mettez pas la clause dans leur contrat de travail, s'ils sont voilà. Donc, la confidentialité, je pense, elle est très essentielle dans la question de la cosmétique parce que, effectivement, toutes les personnes qui interviennent peuvent divulguer toutes ces informations. Donc, il faut être très prudent sur avec qui je travaille, à qui je communique, qu'est-ce que je communique. Donc, tous ces points-là sont nécessaires. Je pense que, à la limite, dans cette activité, le contrat l'accord de confidentialité et non divulgation, c'est un contrat de base. Pour moi, je pense que c'est vraiment un élément de base. Ensuite, vraiment, il faut aller regarder. Et quand vous protégez sur la cosmétique, c'est pas juste le contenu. Donc là, ça peut être le brevet, ça peut être, comme je viens de dire, la confidentialité. Mais il y a aussi la marque, par exemple. Mais c'est aussi les pots qu'on utilise, les formes qui peut être protégées sous la forme de dessins et modèles. C'est tout ce qu'on aura rédigé comme process qu'on pourra déposer sous forme d'enveloppe solo pour démontrer que à telle date j'avais déjà fait quelque chose. Voilà, on peut l'entourer en fait d'énormément de choses et mettre en place une vraie stratégie de protection de manière à verrouiller un petit peu l'ensemble. C'est-à-dire que le pot il est protégé. Si c'est un pot lambda et qu'il n'y a rien à protéger, il n'y a rien à protéger. Mais si effectivement il y a quelque chose d'assez original, vous pouvez le protéger sous la forme de dessin modèle. Si le contenu est quelque chose de très innovant, il faut aller voir est-ce qu'on peut le breveter, est-ce qu'on peut le protéger en forme de droit d'auteur. Voilà, il faut voir un petit peu à ce niveau-là. Il faut aller voir comment est-ce que je protège le secret des affaires. Donc, je protège tout ce qui est processus, formule, mais dans mes rapports commerciaux. Et la marque, on a quand même pour 10 ans de protection. Donc, ça aussi, c'est très important. Super. Merci pour ton commentaire, Fatih. Effectivement, Chachou, on a parlé de l'INPI, OMPI et EUIPO. Voilà. On va y donc, arriver. c'est écrit en haut, Hélène. Je l'ai écrit en commentaire, Hélène, tout en haut, donc tu peux le retrouver. Alors, on a une question de Dréboté. Du coup, à chaque fois que l'on démarche des laboratoires auxquels on transmet le cahier des charges, il faudrait à tous par mesure signer un accord de confidentialité. Je pense que c'est indispensable. Et d'ailleurs, je pense que ça donne même une dimension beaucoup plus professionnelle. Et c'est vraiment non seulement on est sûr que ce qu'on partage, ce n'est pas juste au cas où, on le fait parce qu'on est convaincu que, voilà, effectivement, peut-être le laboratoire va nous aider à affiner les formulations. Mais déjà, rien que pour transmettre le cahier des charges où on aura mis quand même énormément d'informations stratégiques, je pense que pour travailler, en fait, ça peut être une condition sine qua non et de dire que pour travailler avec tel labo, j'exige et je demande au minimum de poser une confidentialité. Et si finalement on ne travaille pas ensemble, effectivement, s'il n'y avait pas de confidentialité, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse le labo? On ne travaille pas ensemble, je suis pas engagée en fait. Donc, moi, je pense que c'est une précaution nécessaire. On va s'éloigner un petit peu de la protection des créations. On va parler de sites e-commerce ou de sites internet, sites vitrines, peu importe. Quelles sont les démarches légales qu'on doit faire et qu'est-ce qu'on doit respecter comme obligation lorsqu'on lance son site internet? Je pense aussi aux mentions légales, tout ça. Ça, c'est, on va dire, mon sujet de prédilection parce que j'adore faire ça, mettre justement en conformité les sites internet. D'ailleurs, j'ai même une formation rien que pour ça parce que j'adore parler de ce sujet. Et donc, il y a
on va dire, il y a 5 points que j'évoque sur cette conformité des sites Internet. Donc, il y a les mentions légales. Moi, ce que j'appelle mentions légales, on va dire les mentions basiques. Ce sont les mentions qui permettent d'identifier qui est derrière le site. Et ça, quel que soit le site qu'on a, que ce soit justement un site vitrine, que ce soit un site e-commerce, que ce soit un blog, en fait, peu importe la forme, un mini-site temporaire, enfin, peu importe, tous les sites doivent porter des mentions légales d'identification. Moi, je rajoute d'identification, vous n'allez pas trouver, c'est pas comme ça qu'on les appelle, on dit généralement juste mention légale. Et moi, je précise d'identification parce que c'est ça qui est obligatoire. Il faut qu'on sache qui est l'éditeur du site. Donc, qui est-ce qui édite ce site? Ça peut être une société. C'est-à-dire que si votre entreprise, c'est votre entreprise qui édite, c'est-à-dire à qui appartient ce site, on va dire, c'est la société qui est éditeur. Par contre, il y a ce qu'on appelle le directeur de publication. Le directeur de publication, c'est celui qui a la responsabilité pénale sur le site. Ce qui veut dire que si quelqu'un veut mettre des mentions ou des commentaires racistes, homophobes ou quelque chose, en tout cas une infraction, celui qui devra répondre de ça, c'est celui qui est considéré comme directeur de publication. Sur dans une société, pardon, c'est que j'entends des bruits chez moi. Je sais pas si vous l'entendez, ça va? Pas du tout. D'accord. Donc, si effectivement, j'ai perdu un petit peu le fil. Si, voilà, le directeur de publication, si vous êtes une société, par exemple, c'est le représentant légal. Et si par exemple, le représentant légal, imaginons, il a une immunité parce qu'il est député ou quelque chose comme ça, on met un directeur, un co-directeur, un directeur, qui va le remplacer, qui devra aller en prison éventuellement à sa place. Voilà. Donc, en fait, c'est très important parce qu'en fait, la responsabilité de ça, il faut vraiment identifier. Il y a l'hébergeur aussi parce qu'en fait, on a les responsabilités se posent au fur et à mesure. Donc, il faut mettre l'hébergeur parce que, dans certains cas, en fait, on va demander la responsabilité de l'hébergeur ou l'hébergeur aura l'obligation de fournir un certain type d'informations. Donc, il faut préciser, par exemple, l'hébergeur. Ça, ce sont 3 informations qui sont nécessaires. C'est pas juste, je mets mon surnom. Non, je mets mon nom, mon prénom, un numéro de téléphone ou une adresse mail. Normalement, il faut mettre les deux. Et vous pouvez mettre l'un ou l'autre. Sur les sites e-commerce, je vous recommande de mettre les deux la plupart du temps. Donc, les mentions légales, on va dire, c'est un peu l'information obligatoire, universelle à mettre partout. Et surtout, ça crée une confiance. Moi, quand j'arrive sur un site, par défaut, je sais que c'est parce que c'est mon travail, mais aussi, je suis une grande consommatrice e-commerce. Et par défaut, lorsque j'arrive sur un site, pour me rassurer, je vérifie les mentions légales. Un site qui n'a pas de mention légale, je m'en vais. J'estime qu'il est pirate, qu'il n'est pas aux normes. Je suis pas sûre qu'on va me rembourser, je suis pas sûre ça me met pas en confiance. Donc peut-être que effectivement vous avez déjà tout mis en place, mais si vous n'avez pas mis de mention légale, peut-être que vous perdez des clients qui estiment que c'est pas suffisamment transparent et donc ça ne crée pas de confiance. En tout cas, moi comme cliente, vous ne m'aurez pas. Et là, on est sur une information que j'estime qui est basique. Donc le deuxième élément, on va dire, c'est les conditions générales de vente. Lorsqu'on vend sur le là, effectivement, c'est un contrat, c'est une information, on dit pré-contractuelle. Donc, il faudra que les personnes le sachent quel est le contenu de ces conditions avant d'acheter. Donc, il faut qu'elles aient la possibilité de le voir avant, tout avant. Pas uniquement au moment où je vais cliquer acheter, non. Avant, il faudrait qu'il y ait un accès. Donc, c'est pour ça qu'on recommande de mettre dans le footer et que à tout moment, il puisse être accessible. Et là, les conditions générales de vente, ce qu'elles viennent dire, c'est encadrer la relation. Donc, qui est le vendeur? Donc là, effectivement, on se réidentifie, mais par rapport à la vente. Donc, éventuellement, on va dire quel est son numéro de TVA intracommunautaire, ce genre d'informations. On va pas forcément le mettre dans les mentions légales générales, mais ça, dans les conditions générales de vente, c'est obligatoire. Parce qu'il faut préciser, est-ce que je prends la TVA ou je prends pas la TVA? Puisque là, on est déjà dans la relation commerciale. Il y aura quel est le produit ou le service qui est vendu. On dit conditions générales de vente, mais ça peut être conditions générales de service, d'abonnement. Voilà, ça dépend de ce qui est mis en place. Et il y a tout un processus en fait de rédaction sur le prix. Il y a des informations qui doivent figurer obligatoirement parce qu'elles donnent une information
qui permet à l'acheteur de savoir concrètement à quoi s'attendre. Si, par exemple, est-ce qu'il y a de la rétractation ou pas de rétractation? S'il n'y a pas de rétractation, faut pas se dire que parce que mon produit n'implique pas de rétractation, je ne mets rien. Non. Il faut informer qu'il n'y a pas de rétractation parce que sinon, en fait, on va dire les conséquences peuvent être qu'en fait, on applique finalement la rétractation puisque je ne suis pas informée. Moi, je suis un consommateur, je suis mieux protégée. Et en fait, cette protection supplémentaire, c'est que c'est pas un contrat qu'on négocie. Donc, toi, vendeur, tu as déjà tout écrit. Moi, je suis soumise. Donc, à la limite, il faut vraiment que tu sois suffisamment transparent. Il faut que toutes les informations me soient données pour que mon choix soit éclairé. Donc, c'est un peu le principe. Et donc, il y a plusieurs informations qui sont nécessaires, comme la rétractation, comme les garanties. Il y a des garanties légales, donc qui sont obligatoires sur, par exemple, les vices cachés. J'achète un vêtement, mais il y a peut-être un défaut de fabrication. Ou la non-conformité. Donc, j'ai commandé un produit qui est censé être vert, et lorsqu'il arrive, en fait, c'est pas la même couleur. Ben, c'est pas conforme. Donc ça, par exemple, c'est des garanties légales, et on a la possibilité de rajouter, par rapport à ses propres pratiques commerciales, une garantie commerciale. Et donc, vous voyez qu'on a une certaine flexibilité à rajouter des choses aussi par rapport à comment on fonctionne soi-même commercialement. Qu'est-ce que tu penses? Oui, vas-y. En fait, il y a plein de mentions comme ça, j'allais dire, par exemple, on demande beaucoup aux gens leur numéro de téléphone, mais ça implique de mettre une mention par rapport à Blocktel pour ne pas démarcher les gens n'importe comment. Il y a une mention obligatoire en France qui est celle du médiateur à la consommation. Ce médiateur-là, on peut pas zapper. Donc, il y a quelques informations qui doivent figurer et d'autres qui viennent en fait s'ajouter en fonction de comment est-ce qu'on fonctionne réellement, comment fonctionne le site, comment se fait le processus de commande, qu'est-ce que moi en tant que commercial je rajoute en plus, la réclamation, les services clients, voilà, il y a énormément de choses qu'on rajoute. Qu'est-ce que tu penses des trames de conditions générales de vente qu'on peut trouver toutes prêtes sur Internet, qu'on peut télécharger gratuitement? Ouais, je trouve que c'est très bien, surtout quand on démarre, parce que ça sert de base. Mais ça ne sert que de base. Moi, je trouve pas, justement là, je viens de vous dire que ce qui est intéressant, c'est qu'elle comporte pour la plupart celles qui sont à jour, parce que certaines ne sont pas à jour. Certaines datent de 2014 ou alors d'avant. Et les lois sur le numérique, ça évolue très vite et tout le temps. Donc, celles qui sont à jour, effectivement, elles vont par exemple vous mettre la mention sur le médiateur, sur toutes les obligations légales récentes. Mais elles vont pas prendre en compte votre activité spécifique. Donc, il y a cette partie-là où vous allez devoir compléter. Si je suis dans la bijouterie, peut-être qu'il y a des éléments à rajouter. Je suis dans la cosmétique, il y a des éléments à rajouter. Par exemple, sur la cosmétique, on est sur des produits d'hygiène et là, en fait, la rétractation ne va pas s'appliquer. Pareil, c'est comme par exemple sur les vêtements, la lingerie. On va pas pouvoir le rendre comme ça. Donc, effectivement, il faudrait prendre en compte son secteur et aussi ses pratiques commerciales. Donc, est-ce que moi, j'ai une garantie? Si vous copiez quelqu'un, en fait, ils vous mettent toutes les options, mais si vous ne retirez pas, par exemple, les options qui ne vous concernent pas, vous engagez, en fait. Donc, il faut aller regarder un petit peu, est-ce que ça me concerne? Est-ce que ça me concerne pas? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas mis? À quoi ils n'ont pas pensé? Mais qui correspond bien à ce que moi je fais dans mon business. Et c'est là où on personnalise un peu plus. Donc moi je trouve que c'est bien, ça permet de ne pas partir de zéro, mais c'est absolument important de prendre un temps de réflexion pour se dire qu'est-ce qui correspond à mon secteur d'activité. Et là je vérifie est-ce qu'il y a des choses que moi j'ai apprises, des obligations qui ne sont pas mentionnées, donc je les rajoute. Qu'est-ce qui correspond à mes pratiques commerciales? Là, je rajoute aussi. Et ensuite, moi, je rajoute un troisième point. Qu'est-ce qui correspond au fonctionnement technique de mon site? Parce que entre celui qui fait l'ajout au panier en cliquant et celui qui fait un balayage et celui qui fait je sais pas quoi, en fait, il y a énormément de fonctionnements différents. Donc, la description du parcours utilisateur ne va pas être le même parce que la manière dont je vais utiliser les modes de paiement ne vont pas être les mêmes.
En général, on essaie de mettre tout ça, quasiment tout. On va mettre PayPal, on va mettre carte bancaire. Mais si, par exemple, toi, tu démarres, j'ai des clients aussi qui ont, au démarrage, par exemple, ils n'ont pas encore PayPal, ils ont que Stripe, donc on peut faire les paiements en carte bancaire, mais ils n'ont pas PayPal, par exemple. Donc, ça sert à rien d'aller mettre PayPal, alors que, j'ai pas PayPal. Ouais. Donc, on va aller vérifier quand même mon site, comment est-ce qu'il fonctionne au moment de l'achat. C'est pour ça que je dis, quand on rédige, on doit aussi soi-même se positionner en tant que client et faire cette expérience utilisateur pour mieux rédiger le contenu. Très intéressant. Tout à l'heure, tu disais que les lois sur le numérique évoluaient vraiment rapidement. Et il y a, dans la cosmétique aussi, on peut voir des lois qui évoluent de façon quand même assez rapide. Ça, on me pose beaucoup la question, quelle est la différence? C'est que les conditions générales de vente, c'est pour la vente, c'est pour le service, c'est pour l'abonnement. Et les conditions générales d'utilisation, moi, j'appelle ça le règlement intérieur d'une maison. C'est-à-dire que ton site, il t'appartient et tu as, par exemple, un espace membre. Je dis, lorsque tu as un espace membre, je recommande systématiquement de mettre des conditions générales d'utilisation. Pourquoi? C'est parce que ton site, tu te souviens, le responsable de publication, publication. Il peut aller jusqu'en prison. Donc, quand même, j'ouvre ma maison et je te donne une pièce. Sauf que s'il n'y a pas de règles, je peux faire ce que je veux alors. Donc, pour éviter ça, limiter ma responsabilité en tant qu'éditeur ou en tant que responsable, je pose le cadre. Qu'est-ce qui se passe ici? Comment est-ce que pourquoi est-ce que je te donne un espace? Comment est-ce que ça se passe pour que tu te désinscrives? Est-ce que tu as tes données? Voilà, il y a énormément de choses. Si jamais il y a des liens hypertextes, je dis, je limite ma responsabilité par rapport à ça. Donc, parce que autrement dit, comment est-ce que le visiteur doit se comporter sur notre site? Tout à fait. Et ce qui est bien dans les conditions générales d'utilisation, c'est qu'on peut intégrer les mentions d'identification dans ce bloc-là. On peut intégrer des questions de propriété intellectuelle. Donc, pour rappeler que, par exemple, l'agencement du site, surtout s'il est innovant, est protégé par la propriété intellectuelle puisque c'est du droit d'auteur. Que, par exemple, les photos, si, par exemple, on revend et il y a des marques que nous, on revend en tant que distributeur officiel, on doit préciser que il y a des marques qui ne doivent pas être reproduites. Voilà, c'est à cet endroit-là où on met un petit peu toutes les informations de fonctionnement, les crédits photos, tout ce qui touche à la propriété intellectuelle, on peut le mettre là. On peut aussi mettre ce qui va toucher au prochain point sur la protection des données. Mais moi, je recommande aujourd'hui, surtout au niveau du RGPD, de faire un document à part, une politique de confidentialité. Donc là, on parle de politique de confidentialité, charte de confidentialité, charte de protection des données. D'autres mettent simplement RGPD, mais il n'y a pas que le RGPD en fait. Il y a d'autres lois. Donc ça, par exemple, ça correspond à l'utilisation des informations qu'on récolte. Même si je ne vends pas, on a souvent beaucoup d'actions marketing qu'on inclut dans nos sites. C'est, je mets une pop-up pour annoncer que j'ai une newsletter. Je mets un endroit pour l'espace contact. Je mets un endroit pour télécharger je ne sais pas quoi. Donc, donc on récolte des informations des utilisateurs à ces endroits-là. Donc, il faut informer quelles sont les données que je récolte déjà, pourquoi, la finalité, combien de temps je compte conserver ça et surtout, quels sont les droits de la personne. Là, généralement, on rajoute droit d'accès, droit d'opposition. Attention, parce que la liste est un peu élargie depuis 2018. Et donc, il faut mettre toute la liste. Parce que, par exemple, il y a beaucoup qui se disent que ça va pas trop les toucher puisque on demande des millions à Google. Mais il n'y a pas que Google, en fait. Il y a des petites infractions comme ça. Je n'ai pas informé sur les droits. Ça, pour chaque manquement, c'est 1 500 €. Bon, on n'est pas Google, mais si on vous fait sur les 7 ou 8 droits, 1 500 sur chacun, ça fait mal. Ça va vite, ça. Et le premier droit, c'est le droit d'information. Donc déjà, si on n'a pas mis les premières informations, qu'est-ce que je collecte, qui est le responsable de traitement, ou ce genre de choses, déjà là, il y a un manque, on manque déjà au premier droit qui est le droit d'information. Et là, on commence à informer 1 500 €. Et donc, et ça augmente donc en fonction des différentes infractions. C'est pour ça que je dis, si vous avez la possibilité de le faire à part, après, si vous n'aurez pas trop de données, vous pouvez les mettre dans les conditions générales d'utilisation. Et si vous avez un site de vente
où il y a des transactions, où il y a quand même pas mal de mouvements de récolte de données. Il y a du trafic, il y a voilà des statistiques, des cookies, des choses comme ça. Bah là, franchement, il faut faire quelque chose d'à part. Et tout à l'heure, tu disais que le responsable de publication, c'était le représentant légal de la société, sauf cas particulier. Est-ce que il y a besoin de faire une déclaration quelque part ou c'est d'office le représentant de la En société? principe, en principe, c'est le responsable de la société. Par exemple, si on a une entreprise individuelle, bon, bah, en fait, c'est soi-même puisqu'en fait, il n'y a pas de société. La Oui. société, en fait, c'est juste que comme c'est une personne morale, il faut une personne physique qui puisse répondre. C'est pour ça qu'on distingue. Mais si moi je suis le blogueur, je suis l'éditeur, je peux être aussi le responsable. Mais en général, en général, par défaut, c'est le représentant légal, en fait. C'est celui qui est censé, en tout cas, représenter l'entité qui met le site en ligne. D'accord. Ok. Donc, le dernier point que je viens d'aborder, c'est un peu la question où on me dit RGPD, où bah, j'ai un peu mentionné les cookies. Bah, aujourd'hui, sur les cookies, il y a un vrai travail à faire de configuration. Vous aurez remarqué ces derniers temps que sur les sites, il n'y a plus juste le bandeau qui vous dit on Oui. continue de naviguer, Ouais, c'est ça. on vous propose maintenant de refuser. On peut refuser, oui. J'ai remarqué ça. Voilà. Donc, en fait, ça, c'est parce que c'est une obligation légale où on informe plus seulement à l'utilisateur qu'on va lui déposer quelque chose sur son appareil, on lui donne l'option de ne pas accepter des cookies qui ne servent pas au fonctionnement réel du site. Donc, par exemple, vous n'allez pas m'imposer des statistiques alors que ça n'empêche pas le site de fonctionner. Ou vous n'allez pas me mettre des cookies marketing alors que ça n'empêche pas le site de fonctionner. Donc là, il faut mettre en place il y a beaucoup de ce qu'on appelle des plateformes de gestion du consentement qui gèrent justement le classement de ces cookies, qui permettent de les répertorier, de vérifier et de s'assurer que quand je dis je refuse, les cookies ne sont pas déposés. Il y a des gens qui configurent mal. Moi, je le sais et je les retrouve. Mais il y a des gens qui configurent mal. Donc, moi, je clique je refuse, mais il m'a déposé quand même parce qu'il n'a pas bien configuré. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Normalement, on avait jusqu'à 2020 jusqu'à juillet 2020 pour essayer de remettre tout ça en place. Donc, depuis juillet 2020, ben, la CNIL, elle s'y intéresse. Donc, faire attention et ne vous dites pas que mon site est trop petit pour qu'on vienne me chercher. Aujourd'hui, personne n'est trop petit parce qu'il suffirait qu'un de vos utilisateurs, un de vos clients se plaigne pour attirer l'attention sur votre site. Et pendant le confinement, l'année dernière, les demandes qui venaient, c'était la DGCCRF qui venait justement vérifier le contenu des conditions générales de vente. Et donc, pour l'instant, en tout cas, ils mettaient juste des avertissements. Donc, ça peut commencer sur un avertissement et ça peut finir aussi sur une amende. Donc, il faut vérifier, faut pas ne négliger rien juste en disant, moi, je suis personne, moi, j'ai 3 clients, j'ai 2 abonnés. Non, ça ne veut rien dire. Il suffit que moi, je vienne et je dis, moi, il m'a déposé des cookies, ça m'énerve. Je constate, il a même pas de politique de confidentialité, je peux même pas lui demander un droit d'accès. Bon, voilà, je suis énervée. Ou alors, je fais un achat, j'ai pas eu les conditions générales, et puis là, je dis, j'exerce mon droit de rétractation 1 an plus tard. C'est légal. Donc, oui, parce que il m'a pas informé. Donc, on applique 1 an plus tard. Ah ouais. Supplémentaire, voilà. Donc, c'est un peu le genre de conséquences quand on n'a pas pris le temps de bien structurer les choses. Mon dernier point, il n'est pas vraiment, on va dire, il n'est pas vraiment formel. C'est un peu plus quelque chose que moi j'ai développé en travaillant beaucoup sur les sites. C'est ce que moi j'appelle l'UX légal. C'est toute cette expérience utilisateur. Quand j'arrive sur le site, moi, quand j'arrive, qu'est-ce que je vois? Est-ce que je peux identifier le site? Donc là, on est sur déjà les fameuses mentions légales. Est-ce que si j'achète, j'ai déjà un accès aux conditions générales avant même que j'achète? Est-ce qu'au moment où j'achète, le bouton qui me permet d'acheter m'oblige à valider et donc d'avoir une action qui serait comme si je signe ou le bouton se déclenche même si je ne signe pas? Ça, par exemple, ça fait que les mentions légales, que les conditions générales ne soient pas valides. Donc,
on est sur un point technique, mais qui peut avoir des conséquences juridiques sur vous. Les conditions générales d'utilisation, ça va être, si on ne m'a pas dit ce qui se passe, je peux faire vraiment n'importe quoi. Mettre des commentaires, voler des photos, enfin, faire des choses qui peuvent nuire à la réputation et à votre image. Donc, attention à bien quand même poser le cadre. Donc, moi, quelle est mon expérience? Et enfin, je donne mes informations, mais j'aimerais bien pouvoir contacter quelqu'un, sachant qu'il y a 30 jours pour répondre à ce genre de demande. Bah, je vais m'opposer à ce qu'on continue à utiliser mes informations. 30 jours après, j'ai pas d'informations parce qu'il n'y a pas un mail dédié à ça. Voilà, c'est toutes ces choses. Si on travaille bien à l'expérience utilisateur, donc ce que moi j'appelle l'UX légal, quelque part, on limite aussi les risques que les gens se plaignent de l'organisme et ça fait que, bah, en fait, on génère de la confiance. Et dans le numérique, je répète ça tout le temps, la base, c'est la transparence et la transparence génère de la confiance. On se voit de loin comme ça, mais quand on est sur un site, on n'a pas une personne en face. Donc, on a besoin que la confiance soit présente. Et ça, c'est plus le site est transparent, plus on a d'informations, plus on est à l'aise pour surfer. Donc, Tout ce voilà. que tu dis là, ça prouve vraiment l'intérêt de faire appel à un professionnel, même pour créer son site internet, parce que tout ça, on ne peut pas le savoir quand on démarre et qu'on n'est pas avocat, qu'on n'a pas des notions en droit. Donc, c'est très intéressant, je trouve. Donc, la prochaine question, c'est de quels outils peut-on disposer pour être tenu au courant des changements de loi dans notre activité? Là, il faut faire un peu de veille. C'est-à-dire que quand même, moi, je dis toujours, même à mes clients pour qui je fais, par exemple, des conditions générales de vente, je leur dis, bah, dans 6 mois, il faut qu'on vérifie. Enfin, il faut faire une mise à jour. Actuellement, je pense que jusqu'à 2025 à peu près, ça va encore bouger. Je sais pas quand est-ce qu'on va avoir une pause, mais là, c'est très intense. C'est vraiment intense. Donc, moi, je dis tous les 6 mois, au moins 2 fois par an, on fait un petit point. Où est-ce que j'en suis? Est-ce qu'il y a eu des changements? Est-ce que il y a des choses notables? On vérifie un petit peu. Ou sinon, bah, si on a un avocat qui on peut poser régulièrement des questions, on peut on peut lui dire bon bah moi ça fait 6 mois que j'ai commencé mon activité, j'ai tel ou tel contrat, voici ce que j'ai mis en place. Est-ce que ça a bougé? Est-ce que ça n'a pas bougé? Voilà, on peut juste prendre un rendez-vous de consultation pour faire un petit peu le point. Mais tous les 6 mois, moi je dis il faut faire un point. Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qui a bougé? Quelles sont mes nouvelles obligations? Et au-delà de son secteur, c'est vraiment tout ce qui est vente en ligne, quoi, en fait, qui bouge énormément. Alors, il ne nous reste plus que 10 minutes et même moins pour clôturer le live. Donc, on va très vite passer à la dernière question, justement, qui est quel professionnel consulter pour faire vérifier un contrat? Ben, je dirais un avocat, pas pour prêcher pour ma paroisse, hein, mais parce que je pense qu'un avocat, non seulement il fait de la veille, puisqu'il faut être à jour et qu'on s'engage aussi, notre responsabilité civile est engagée. Donc, ça peut être effectivement un avocat. Donc, il y a des juristes aussi, mais maintenant, est-ce que ce juriste, il travaille pour vous? Est-ce que c'est un ami? Est-ce qu'il est spécialisé? Mais en tout cas, un juriste, une personne qui s'y connaît en droit. Les avocats, c'est leur métier. Après, vous avez des spécialités. Si vous allez avec un contrat commercial chez un avocat qui fait que du droit de la famille, peut-être qu'en fait, il sera pas suffisamment à l'aise. C'est-à-dire qu'en général, on a des connaissances générales sur tout, mais peut-être qu'en fonction de votre secteur, de votre activité, du type de contrat, moi, par exemple, dans mon activité qui est droit numérique, justement, je me retrouve avec des contrats qui ne sont pas des modèles, c'est-à-dire qu'il faut les inventer littéralement. Il faut penser ces nouvelles formes ces nouveaux fonctionnements, toutes ces choses qu'on crée, il faut quasiment les inventer où on va mettre, plutôt que de mettre le contractant, on va mettre l'Instagrammeur. Donc, ouais, c'est vraiment des choses qui sont très d'aujourd'hui. Et donc, peut-être qu'il faut aller chercher une personne qui comprend votre secteur, votre activité et ce genre de choses. Mais un avocat, je pense que c'est très bien. Après, il y a d'autres organismes aussi d'accompagnement aux entrepreneurs. CCI, Pôle emploi, par exemple, qui propose aussi des services d'accompagnement avec des organismes dédiés. Ça aussi, ça peut aider. Donc, au début, ça dépend de là où on se trouve. Moi, je dis, en fait, il faut prendre son activité. Plus on évolue, plus on a besoin, en fait, de personnes spécialisées.
Et si Oui. on devient un grand groupe, les grands groupes, ils ont certes des avocats extérieurs, mais ils ont Mhm. surtout un service juridique dédié. Et après, Mhm. certains avocats, dont moi, me proposent par exemple un service juridique externalisé. C'est-à-dire que je ne vais pas être au quotidien dans votre activité, mais une fois que je connais, je vais par exemple réviser les contrats une fois par an ou 2 fois. Je Mhm. vais par exemple vous dire, attention, il y a eu tel changement. Ou Mhm. bah, s'il y a un nouveau contrat, bah, vous allez le faire relire. Voilà. Donc, on crée comme ça une espèce de service. Ça va pas être tous les jours, mais ça va être un peu un suivi un peu de l'activité. Mhm. Alors, Empire Mise nous disait, lorsque tu citais donc tout ce qui était mention légale, tout ce qu'il fallait respecter dans la création du site internet, qui peut s'occuper de tous les points abordés car je ne maîtrise pas du tout ce type de sujet. Ben, j'ai envie de te dire, bah, Karine, Ouais. qui est Oui, ça c'est moi, spécialisée ma pe- c'est sa spécialité. Ouais. Donc, voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Karine, par rapport à Ben, ça? il y a des développeurs qui de plus en plus s'intéressent à la question. La plupart ne savent pas forcément, mais je trouve que avec le temps, ils commencent à s'intéresser à cette question et à apporter des réponses. D'accord. Jusqu'à présent, ce que moi j'avais observé, c'est qu'ils prenaient justement des éléments sur le net et ils inséraient Oui. pour ne pas être engagés, mais ils ont une obligation de conseil. Donc, ils doivent au moins vous orienter vers vers quelqu'un, vous dire à peu près les grandes lignes, mais ce n'est pas leur métier. Donc, votre développeur ou votre web designer peut vous orienter, mais ensuite, il vaut mieux peut-être aller vers des personnes spécialisées. Mais je pense qu'aujourd'hui, tout le monde s'intéresse à la question. Moi, j'en ai fait une vraie spécialité où je propose vraiment de la mise en conformité et où on teste ensemble. Je propose par exemple des audits gratuits où on fait un audit en live comme ça. On teste le site et là, je vais dire, bah, il manque ça, il manque ça, il manque ça. Ça permet déjà au moins de se dire, bon, bah, je vais me projeter par rapport à ça et c'est peut-être le moment de penser à un budget euh, pour légaliser Mettre mon. en conformité, ouais. Donc, si vous êtes intéressé par ces audits ou si vous êtes intéressé par faire appel à Karine pour ses services, vous pouvez télécharger l'annuaire qui comporte ses contacts. Le lien est en bio. Je vais rediffuser ce live sur ma chaîne YouTube. Donc, en description, vous aurez également le lien pour télécharger l'annuaire. Et je vous mets également son Instagram tout à l'heure quand je rediffuse le live. En IGTV, je vous mets son Instagram dans la publication, donc vous pourrez la contacter librement. Surtout, n'hésitez pas parce que franchement, même moi, j'ai appris plein de choses et je suis Deuxième, sûre que vous aussi. Donc, on n'est pas des professionnels, il faut faire appel aux experts qui peuvent nous aider. d'accord, mais c'est mon Instagram MMT Avocat parce qu'il y a plein de ressources là-bas pour Ok. ceux qui veulent avoir des infos aussi. Super, je vais marquer cet Instagram-là. Merci beaucoup, Karine, pour ta participation. C'était très intéressant. Merci à toi pour l'invitation. En tout cas, un plaisir de Avec plaisir. partager, toujours de partager toute cette expertise et d'avoir ce type d'échange. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous tous d'avoir participé au live. Donc, je vous dis à demain. On va parler de la création d'une marque forte, donc plus marketing avec Nati de Inaden Design. Ça aussi, ça va beaucoup vous intéresser, je suis sûre. Donc, soyez là. Merci beaucoup à tous. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.